À l'heure des infos sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire, le gouvernement prolonge l'état d'urgence sécuritaire 2 mois lors d'un conseil des ministres ce jeudi, tandis que la vie reprend progressivement dans certaines communes de la capitale. Une vive panique a éclaté dans le bas de Delma. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU reste divisé concernant l'envoi de casques bleus en Haïti, l'UNICEF rapporte que plus de 350 000 enfants ont été déplacés à cause des violences des gangs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Également au titre de ce jeudi, la FAA a levé partiellement l'interdiction de vol vers Haïti, autorisant désormais les survols du Nord, y compris Cap-Haïtien. Aucune mesure n'a été prise concernant l'aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-Prince. Bienvenue à tous au développement de ce journal. La vie reprend progressivement dans certaines communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Bien que les écoles restent fermées pour l'enseignement en présentiel, le grand commerce et de nombreuses succursales bancaires ont rouvert leurs portes. La circulation entre les communes était relativement fluide. Cependant, dès l'après-midi de ce jeudi, une vive panique a éclaté au bas de Delma, près du carrefour de l'aéroport, où des tirs d'armes automatiques ont retenti pendant plusieurs minutes. Le calme est revenu quelques heures plus tard, mais les habitants de ces quartiers demeurent sur le qui-vive, redoutant de nouvelles attaques de bandits à la lumière des récents événements survenus à Solino, Delma 24, Delma 19 et Nazon. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi, le gouvernement haïtien a renouvelé sa demande de transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en une opération de maintien de la paix. Bien que la rencontre ait été convoquée à l'initiative de la Chine et de la Russie, certains espéraient un assouplissement de leur position en faveur du déploiement des casques bleus en Haïti, ce qui ne s'est finalement pas produit. Cela soulève de nombreuses interrogations. Comment fonctionnent réellement les mécanismes des Nations Unies dans de tels cas ? Quel avenir pour la mission multinationale si la prochaine administration américaine décide de revoir sa position ou de réduire son financement? Existe-t-il des alternatives pour contourner les procédures onusiennes? Peut-on compter sur d'autres pays pour maintenir et soutenir cette force de sécurité? Ces incertitudes sont d'autant plus préoccupantes pour les Haïtiens, alors que les gangs multiplient les offensives ces dernières semaines. Et pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales et ancien diplomate américain. Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonsoir, Rosbaline Batelmi, docteur d'ailleurs. C'est toujours avec un plaisir pour me venir là, même si la situation pays est très sombre. En effet, c'est une situation qui est extrêmement sombre. Et hier, justement, Conseil de sécurité des Nations Unies était chita sous situation pays, notamment pour garder qui possibilité pour te transformer une mission multinationale ça en une mission de maintien de la paix, ça qui pas arrivé fait à cause de opposition de la Chine et de la Russie. Qui gens sont capables d'expliquer opposition ça, Pierre-Antoine Louis? Bon, premièrement, on nous dit rapidement, pour les gens qui ne pas suivre la question, ça, nous-mêmes nous faisons pour comprendre ça veut dire transformer une mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de maintien de la paix. OK. Donc, à cause de ça qui est passé dans le ministère, par exemple, et les missions antérieures en Haïti, de l'ONU, qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas réellement de résultats escomptés, et en partie, à cause de ça, nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas de fait. Donc, nous avons une réticence pour mettre en place une mission de maintien de la paix. Donc, nous mettons une situation hybride qui relève une mission multinationale d'appui à la sécurité. Qui c'est qui ça? C'est une mission qui est autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, responsable des questions de paix et de sécurité, qui, le 2 octobre 2023, et prend une résolution 2699 qui autorisait un pays pour conduire une mission multinationale d'appui à la sécurité. Ça veut dire, une mission multinationale, c'est pas une mission de l'ONU. Donc, son mission que le pays a porté aux volontaires, ils ont contribué, et policiers ou bien soldats la donne.
financement, ce n'est pas l'ONU qui finance, ce n'est pas l'ONU qui a géré l'émission. Financement, li volontaire, c'est-à-dire les 193 pays membres de l'ONU capables de contribuer ou qui ont décidé de ne pas contribuer. Comme de fait, depuis 2 octobre 2023, c'est autour de 410 policiers sur 2500 qui déployés. Tu as supposé qu'il y a 1000 Kenyans, pas même 400, en fait, il y a 380 Kenyans là. Kenya qui a pris un commandement. Donc, il y a une difficulté pour joindre l'argent parce que les pays n'ont pas volontairement contribuer, à part les États-Unis qui ont 200 millions. Et dans 200 millions, ça, tout équipement, ouais, les États-Unis vont porter la donne. Même carburant pour avion, porter et manger pilote, manger les abvins là, sorti dans 200 millions. Et Canada qui bat un petit monnaie, et puis récemment, je dis à m'entendre que l'Allemagne voulait contribuer 10 millions. Donc, pas assez l'argent pour mission joindre 600 millions de dollars pour mettre en place. Et puis, éventuellement, pour l'opérer, pour le fonctionner pendant la première année, voire une deuxième année, si toute bagarre a passé bien, que les forces de sécurité haïtiennes récupèrent les zones assiégées par les bandits terroristes, et une deuxième année de consolidation, pas bien comme. C'est comme ça que le Conseil a demandé, 9 mois après mission fin déployée, pour le secrétaire général des Nations Unies a dit, est-ce que le nécessaire pour l'adapter mission au regard des expériences vécues ou transformer en une mission de maintien de la paix? Donc en septembre, les États-Unis qui ouaient que aucun autre pays pas réellement voulait contribuer, à part lui-même Canada, et avec la France qui débat anti-monnaie et l'Allemagne, mission pas qu'à fin déployer. Il y a 600 Kenyans pour venir là, apparemment auprès, selon la conseillère de sécurité nationale du Kenya. Mais pas l'argent pour déployer. Vous pouvez remarquer que tout ça que tu as fait là, dans les derniers jours, balbutiement, au pas en Kenya. Donc, le 30 septembre, le Conseil a reconsidéré la résolution 2699 qui périmait le 2 octobre. Les États-Unis avec l'Équateur ont introduit une résolution qui demandait pour le Conseil autoriser le secrétaire général des Nations Unies pour examiner la faisabilité de la transformation de la mission. OK? Donc, ce n'est pas résolution, non? Pour transformer. Mais d'abord, il y a une évaluation pour l'ONU fait pour connaître si il y a une éventuelle résolution. Ça problème non est. Combien d'éléments de troupes il y a besoin? Est-ce qu'il y a besoin d'aviation? Est-ce qu'il y a besoin d'une unité de marine? Même Jean à sa ministre a gagné. La Chine et la Russie disent niet. Mission multinationale d'appui à la sécurité a beaucoup fin déployé, nous pas contre qui ça le cabaye. De toute façon, pas gain l'appel là qui bouquembe. Donc, moun yo pral vinn là, yo pral tirer sur yo. Donc, conditions sont pas réunies. Donc, si nous comprenons bien, c'est à ouais des résultats de mission avant même pour nous parler de transformation mission. Pour Chinois, oui, c'est ça. Maintenant, comme le président Biden, moun li te vle pour succéder la Kamala Harris perdu l'élection, c'est Trump qui va le président. OK? Trump va président 60 jours exactement de jeudi. 21 novembre. Okay? 21 janvier. Non, c'est 20 janvier, mais comme décembre, 31 jours, ça vient de faire justement 60 jours. Voilà. Donc, c'est comme ça, une quarantaine de jours après qu'on s'est là, pas d'accord, les États-Unis demandent à Haïti pour faire l'autre requête. Ce qui a été fait par le Conseil présidentiel de transition. Ils ont même demandé l'OEA pour un appui politique à travers une résolution de l'OEA. Il fait ça. Oui. Ils ont introduit une autre résolution pour faire ça, anticipant que le président Trump capable pas financer la mission multinationale d'appui à la sécurité. On regarde si avant le président Biden allait, nous avons demandé l'ONU de transformer dans une mission de maintien de la paix. Donc, président Trump là tout, et président Biden là tout, l'a gardé héritage li. Parce que pas tant un mec qui était li fini pour Haïti rete Jean hier. Donc hier, en fait, il y a quelques jours, les États-Unis et l'Équateur, qui ont porté le dossier des Nations Unies, ils ont réintroduit la résolution. La Chine et la Russie disent qui ça a changé parce qu'il y a une quarantaine de jours, nous avons dit non, le 30 septembre. Nous mettons résolution encore, donc il y a des réunions hier, là, 20 novembre, pour l'ONU briefer sur ce qui passe en Haïti. Et puis pour un débat, ça fait hier, l'assistant secrétaire général des Nations Unies pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques prend la parole. Je pense qu'ils font un excellent travail pour expliquer ce qui passe là. 20 000 personnes qui déplacés dans les 2 semaines écoulées, 10 à 14 jours écoulés, et une recrudescence de violence. Lundi 11, 4 avions essuyés des tirs
par des bandits armés. Des cas de viol sur enfants. Tout ça, même des gens qui sont blessés dans un avion civil des États-Unis d'Amérique. Donc, il m'a demandé pour transformer mission. Docteur Jean-William Pape, collègue, qui directeur centre Geskio, lui expliquer ça comment dans qui ça a été, même petit lui enlevé. Il dit que c'est après 2 mois justement il a été libéré. Bien sûr. Et il dit, il comprend que qu'il y a des missions antérieures en Haïti qui ont des problèmes. Cependant, nous avons tiré les leçons du passé. Mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas de résultat, il n'a pas marché, il n'a pas marché, il n'a pas joué financement. Voilà. Maintenant, mon monsieur Dan Cohen, qui c'est un gauchiste, un journaliste de gauche aux États-Unis. Le monsieur vini, monsieur Conchita avec monsieur Krele Tête Li Barbecue, et il dit que conditions pas réunies en Haïti pour gagner une mission de maintien de la paix et que il dit majorité haïtienne pas vle et l'ONU tourne en Haïti. Il dit pays par là les États-Unis qui conduit bagay ça font paquet de désordre en Haïti d'ailleurs puis forces amis aux États-Unis au sorti. Il dit que la police kenyane et la police nationale d'Haïti corrompues. Il dit le conseil présidentiel en Haïti, le premier ministre, tout le monde ça yo illégitime, yo pas élu. Donc yo pas de qualité pour engager l'État haïtien. Donc c'est pratiquement M. Cohen dit bon quitte haïtien opéré. Donc maintenant le représentant de la Chine il dit bon mission de maintien de la paix. OK, pour qu'un bon bagaille, faut te gagner déjà ou gagner ou kembel. Pas de la paix en Haïti qui peine pas le kembel là, mon Dieu pas le venir, pas le tirer sur yo. Maintenant, là nous connaît que c'était un espoir, un grand espoir notamment pour autorité en place pour transformation mission qui pas arrivé fait. Est-ce qu'il y a des recours que nous avons gagné? Bon, et le représentant chinois a été reconnaître quand même, et le représentant russe là tout, que la situation en Haïti est grave. Parce que y a une aggravation de la situation sécuritaire. Et les forces de sécurité, malgré leur vaillance, malgré tout effort fait, ils ne sont pas capables de venir à bout de situation. Ils ont dépassé d'ailleurs, problème pas un problème de police, une situation militaire carrément à vivre là. Donc, il te reconnaître que, il dit que d'abord, on a mission en chance, que dans le prochain rapport sur la MMAS, aux missions multinationales de la sécurité, au Conseil de sécurité, sur qui la mission a fonctionné, qui ça a passé, que le secrétaire général a expliqué qui problème qui gagne, mais au moins la mission en chance. Et puis il dit les États-Unis d'Amérique suspendent vos armes en Haïti, suspendent faire l'obé en Haïti. Haïti n'a rien coup des États-Unis, que les États-Unis jouent nos moyens pour l'appuyer à Haïti. D'ailleurs, il n'y a pas suffisamment d'argent. Vous comprenez? Une façon pour le dire tout, regardez ça a fait en Ukraine, puis Haïti n'a rien coup là, ils ont quitté le comme ça, ils ont interpellé les États-Unis. Donc, moi, je crois que, et puis après réunion en tout, ils sont allés en huis clos. OK? En circuit fermé, ils sont entrés dans la salle pour discuter, par contre, ça qui passé. Bon, ils sont entrés dans le circuit fermé parce qu'ils ne peuvent pas connaître. Donc, en ce sens, ça paraît que tout n'est pas perdu à l'avenir. Sauf que, je vous dis à la, Haïtien a souffert. En effet. OK? Donc, pour les gens qui ont souffert aujourd'hui, si la communauté internationale a un appui le cabane en Haïti, il faut que les gens aujourd'hui comme ça, il faut que les gens ou bien, et aussi, que les forces de sécurité haïtiennes, tout ça a besoin, que les forces armées d'Haïti, les canons, les chars d'assaut, que la police joue moyen pour le joindre, et puis que mission multinationale, la moun qui l'a appuyé, forces de sécurité, pour faire travail là. Et puis bon, comme nous, le peuple a été vigilant, comme une espèce de chair à canon, mais le peuple a abattu la justice parce que la situation est réellement grave. Donc, bon élément dans ce qu'a fait là, effectivement, c'est nous-mêmes haïtiens qui sont responsables, ils ont interpellé nous pour nous suspendre faire l'obé dans le pays. Mais, la communauté internationale là tout, en partie, les responsables tout de ce qu'a fait en Haïti, du fait que il y a des interventions antérieures que la communauté internationale a fait en Haïti qui n'ont pas réussi, qui créent une situation de dépendance de la part d'Haïti et qui n'a jamais réellement, OK, ou pas besoin de Dan Cohen pour dire que ou comme j'ai l'impression que depuis l'indépendance, il y a un bagage international qui a crasé Haïti, qui parle Haïti et cloli. Et puis comme de fait, nous les élites d'Haïti contemporaines actuellement, contrairement à mon période de Saline qui était 15 tête jusqu'en 1825 côté Boyer a accepté la rançon de l'indépendance, je vous dis nous sommes complètement dépendants de l'international. Pour nous sortir là-dedans, oui, il faut que nous sortions là-dedans, mais l'international là tout lui-même, il a un comportement pour le gain vis-à-vis d'Haïti côté il n'est pas impliqué autant dans la gouvernance d'Haïti. Donc, responsabilité en ce sens mutuel, mais la première, il est partagé
Mais la première responsabilité, c'est la responsabilité de nous-mêmes haïtiens qui fait trop problème dans le pays, surtout au niveau des élites. Alors, Fort nous dit que Haïti passe seulement sur la scène internationale pour la question de sécurité. Fort nous dit qu'on remarque choquante de président français Emmanuel Macron qui, justement, non opinion publique là, le président français qui traitait les membres du Conseil présidentiel de transition de véritables cons et dit que, justement, l'ancien Premier ministre Gary Conille a fait un travail formidable. Comment comprendre une telle réaction, Pierre-Antoine, mais pour nous capables de finir? Ma première réaction en tant qu'Haïtien, me choquait. Ma deuxième réaction en tant que diplomate, qui comprend la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, le président Macron fait un écart grave, c'est un incident diplomatique grave. On ne traite pas les dirigeants d'un pays, surtout la présidence, la plus haute autorité d'un pays, le chef de l'État d'un pays, de con. Il n'a pas fait ça avec Donald Trump, qui en passant dit que Haïti, son pays, est un trou de merde. Donc au niveau diplomatique, c'est un écart grave. Et c'est normal que la chancellerie haïtienne convoque l'ambassadeur français pour expliquer. Et ils vont l'aide par ministre français des Affaires étrangères là, et pour dire que gros propos que le président a tenu, nous ne pas comprendre. Donc, moi comprendre ça, moi comprendre l'indignation tout le monde, tel qu'il est, le conseil présidentiel représente la présidence de mon pays, même si on n'a pas élu, et nous sommes capables de comprendre ça. Et au niveau diplomatique, la France vraiment fait un bagage qui est grave, ça ne doit jamais arriver. Ça s'apparente tout avec une attitude envers d'abord les Africains que nous sommes, en grande majorité dans ce pays, avec Haïti, de gens qui comprennent Haïti, gens qui traitent Haïti, mais tout, il faut que nous admettons un bagage. Un aspect de ce bagage là, côté moi, remercier Emmanuel Macron. C'est son façon pour nous puis conscient de qui est que nous y est. Correct. Moi, remercie Emmanuel Macron de sa turpitude qui interpelle nous pour nous suspendre faire l'obé dans le pays. Il montre nous tout que, effectivement, M. Conille, il a voué le vin là, il a appuyé, il a fait conseil à comprendre, c'est ça qu'il voulait. Le président Macron pratiquement dit ça. Et M. Conille, qui échoué lamentablement, et Kounia, le président Macron dit nous, même Jean-Président Luis Abinader Corona de la République dominicaine dit nous, même Jean-Président Trump dit nous faisons trop l'obé dans le pays. Il est temps que nous comprenions que nous devons gouverner le pays mieux et bien, que nous devons être soucieux de notre peuple, que les élites de ce pays doivent assumer leurs responsabilités. Et moi, je remercie M. Macron pour ça, même quand moi sidéré par son langage, et puis Jean-Monsieur a senti à l'aise, président de la France avec un bout de chemise sous lui, il dénigrer tout haïtien. Même plus quoi, moi, je ne vais pas blâmer en ce sens, moi plus quoi que c'est faute moi, en tant que monde qui fait partie des élites de ce pays, que Emmanuel Macron l'opportunité pour dénigrer nous comme ça. Donc merci Emmanuel Macron que vous mettez dans la tête moi, que nous devons motiver, que nous tous devons motiver pour nous retirer Haïti dans l'État lié pour nous suspendre prendre nous comme torchon pour suivre pied. Il est grand temps qu'on prenne notre responsabilité. Merci infiniment à vous, Pierre-Antoine Louis, d'avoir été avec nous pour commenter l'actualité. Tout le plaisir pour moi et bonsoir. Voilà donc l'analyse de l'ancien diplomate américain et expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité de Métro News ce soir pour commenter l'actualité. Merci de votre fidélité à Métro News. Autre information, le nouveau ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, a rencontré l'ambassadeur de la République dominicaine à Port-au-Prince, Farouk Miguel Castillo. Lors de cette rencontre, des discussions ont été entamées pour renforcer la coopération entre les deux pays. Il convient de rappeler que les frontières haïtiano-dominicaines sont fermées depuis près de 2 ans, paralysant le trafic aérien entre les deux États qui partagent l'île d'Haïti. Toutefois, le gouvernement dominicain se dit ouvert au dialogue avec les autorités haïtiennes. Le gouvernement haïtien a convoqué l'ambassadeur de France en Haïti, Antoine Michon, pour s'expliquer sur des déclarations récentes du président Emmanuel Macron. Lors de sa participation au sommet du G20, le président français a attribué l'entière responsabilité du chaos en Haïti aux responsables politiques haïtiens.
Macron a également qualifié négativement les membres du Conseil présidentiel de transition et exprimé sa colère face au remplacement du Premier ministre Gary Conille par Alix Didier Fils-Aimé. Selon lui, Dr Conille était un homme formidable qui aurait pu contribuer à résoudre la crise actuelle. Pour sa part, l'ambassadeur Michon a tenu à clarifier la position de son pays, qualifiant les propos de malheureux, tout en soulignant qu'ils avaient été prononcés dans un contexte particulier, sans intention de porter atteinte à Haïti. Il a également renouvelé l'engagement indéfectible de la France à soutenir Haïti dans ses efforts pour rétablir la sécurité, organiser des élections crédibles et stabiliser le pays. Face à une situation qui semble hors de contrôle, le Conseil présidentiel de transition a tenu son premier Conseil des ministres sous la direction du nouveau gouvernement mené par Alix Didier Fils-Aimé. À l'issue de cette réunion, l'état d'urgence a été prolongé d'1 mois sur l'ensemble du territoire national. Dans un contexte marqué par une insécurité croissante, les gangs intensifiant leurs attaques armées dans plusieurs quartiers de la capitale ont entraîné le déplacement de plus de 20 000 personnes qui habitaient à Solino en moins de 2 semaines. Toutefois, la police nationale d'Haïti, appuyée par des membres de la population, a réussi à freiner leur avancée dans la zone de Delma. Parlons à présent d'une des conséquences de la violence des gangs sur le secteur médical. L'hôpital universitaire La Paix est submergé par une recrudescence de blessures par balle. Entre le 11 et le 21 novembre, plus de 68 cas ont été enregistrés en moins de 10 jours, un chiffre en constante augmentation. Ce jeudi, les services, notamment les urgences, ont une nouvelle fois dépassé leur capacité d'accueil dans un contexte de violence persistante. La suspension des activités de Médecins sans frontières dans la capitale a également intensifié la pression sur cet établissement qui se trouve confronté à une situation bien au-delà de ses capacités initiales. Le docteur Jean-Philippe Leurbourg, directeur médical de l'HUP, répondait aux questions de notre collaborateur Gerbijan. Depuis le mois de février, l'hôpital La Paix fait face à des difficultés du genre il y a un pile et il y a un pile nous recevons un pile monde dans tout service et mais particulièrement un qui était marqué depuis le mois de février c'est les plaies par balle ça et dit nous recevons un pile trauma, un pile monde qui fait accident, un pile monde qui prend balle. Au début de l'année, ça veut dire vers le mois de février, il était en pile, il était venu diminuer, mais on a remarqué que bon recrudescence depuis le début, on va dire depuis le 11 novembre, du 11 novembre à aujourd'hui, nous recevons 68 plaies par balle, donc c'est quand même assez énorme. Et si on a parlé de derniers 48 heures, il n'y pas vraiment paraître une grande différence parce que il quand même fait 48 heures. C'est pour que nous pouvons sentir de manière réelle parce que depuis quelques temps, l'hôpital là est toujours rempli. Bon, avec la fermeture de MSF, très probablement, il va accélérer quand même pression sur l'hôpital là. Mais nous pas prévoir ça. Donc ce qui dit que c'est un bagage qui est en préparation pour nous garder, pour nous connaître qui ça en fait. Et parce que de toute façon, l'hôpital là obligé d'être ouvert pour le bail la population en service. Bon, direction de l'hôpital là, et avec le ministère de la Santé publique, il a commencé à réfléchir au plan. Et nous pouvons pas gagner des détails sur le plan, mais sauf qu'une chose est sûre, nous sommes capables de garantir que l'hôpital La Paix, et depuis conditions sécuritaires permettent de fonctionner, nous avons toujours fonctionné, nous avons toujours bail la population en service. Et ça va demander probablement que nous réduisons une série d'activités qui sont non essentielles et pour nous continuer à recevoir mon yo, mais j'aime dire là, si on passe dans le service d'urgence, on va voir que est complètement rempli, même chaises rempli tout, donc ce qui veut dire que nous dépassons capacité nous et pour nous recevoir malades. Okay. Mais ça, ce n'est pas un bagage qui vient de 48 heures, c'est un bagage qui est là depuis quelques temps, depuis la fermeture de l'hôpital général, et n'a subi une pression. Ça. Comme médecin et comme citoyen, le premier plaidoyer, c'est que l'hôpital est ouvert.
une société pas qu'à fonctionner sans l'hôpital. Et surtout dans la période ça, c'est que la malnutrition a augmenté et il y a aussi de monde qui a besoin de prendre soin, qui pas qu'à prendre soin et il y a des gens qui peuvent recevoir balle, donc meilleur bagage là c'est que la violence diminue, que il y a moins de par balle et que il y a moins d'accidents et ou bien si pas qu'à il y a moins parce que ça va dépendre de médecins parce que nous-mêmes nous juste en arrière-cours, on reçoit nous nous baillons soin. Quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quelle que soit la tendance politique, ou bien on ne sait pas, on a les yeux bandés. Donc, mais ce qui est important, c'est que l'hôpital La Paix n'a pas fait face avec ça qui vient là pour compter. C'est pratiquement un suicide si on pense que l'hôpital La Paix va continuer pour ça pour compter. Ça ne pourra pas tenir longtemps, mais la seule garantie que nous avons, c'est que nous-mêmes nous avons fait le maximum que possible pour nous continuer à faire soins. Mais l'hôpital n'est pas extensible, il y a 210 lits. Même l'autre a peut-être mis quelques graines cabanes sur lui, mais il ne peut pas aller au-delà d'une certaine quantité. Donc, il ne peut pas desservir toute Port-au-Prince. Donc, ce qui veut dire que faut que d'un côté nous dit nous faut que l'autre structure ouverte, ça a ouvert. Autre nouvelle, l'UNICEF Haïti alerte sur la crise humanitaire. 350 000 enfants ont été déplacés à cause de la violence armée, soit en moyenne 1 par minute. Entre juillet et novembre 2024, plus de 50 000 enfants ont fui les gangs, surtout dans les zones contrôlées par la coalition Vivre Ensemble. Ces déplacements exposent les enfants à des risques graves comme les agressions, l'exploitation et les abus sexuels, notamment dans les camps de déplacés, tout en aggravant leur situation alimentaire. L'UNICEF prévoit que les récentes violences à Solino et Nazon pourraient encore augmenter le nombre de déplacés, incluant de nombreux enfants. Autre point de l'actualité, le magistrat Jean-Wilner Morin a été installé ce jeudi en tant que nouveau protecteur du citoyen, succédant à Ronan Edoville. Conscient du contexte particulier, il a évoqué la situation des centaines de milliers de déplacés et assuré que le sort des victimes serait pris en compte durant son mandat. Maître Morin a salué le travail de son prédécesseur et exprimé sa volonté de collaborer avec tous les membres de l'OPC pour renforcer l'institution. Des rencontres sont prévues pour mettre en place de nouvelles mesures face à la dégradation de la sécurité et au respect des droits humains. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierluy. Tandis que je m'apprête à vous succéder, mon ami, Maître Ronan Edoville, à ce poste d'importance, je salue l'excellence des travaux que vous avez accomplis durant votre mandat. C'est un fait. Même s'il arrivait durant votre gouverne, certaines fois, que des circonstances fortuites ont bâché votre lumière. Cependant, aucune d'entre elles n'ont pu l'éteindre. Je formule donc le souhait de vous voir conserver votre auréole, votre lumière. Vous avez bâti votre vie bien avant ce poste. Vous allez la réussir encore après ce poste. Ce sont les propos tenus par le nouveau protecteur du citoyen à l'endroit de l'ex-protecteur qui s'est montré opposé à toute idée d'installer un autre à sa place sans le respect des normes démocratiques. Jean-Wilner Morin salue son départ et lui lance aussi un appel à la collaboration. Tandis que j'ai la certitude que vous allez continuer à enseigner, à défendre les droits de la personne humaine, mais surtout reprendre votre toge pour défendre la veuve et l'orphelin. Laissez votre lumière nous atteindre. Nous aurons certainement besoin de votre expérience. Monsieur l'ancien protecteur. Fraîchement installé dans ses fonctions, le magistrat se montre lucide par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire. Son plan d'action sera orienté suivant cette réalité qui tient jusqu'au cou des membres de la population. Je parle même de l'idée d'équipe d'aujourd'hui. Vous venez de changer de coach, mais l'ossature demeure. Peut-être
il y aura quelques réaménagements tactiques. Je reprends, peut-être qu'il y aura quelques réaménagements tactiques, mais c'est la même équipe. La stratégie ne peut l'être car étant rigide, il se tient au centre des préoccupations constitutionnelles de protection des individus contre toutes les formes d'abus de l'administration publique et encore. C'est une nouvelle responsabilité qui s'ajoute à ma carrière et maintenant, je suis devenu l'homme de tous les citoyens, clame le successeur de Ronae Douville. Être accessible sur toute l'étendue du territoire national, à travers l'Internet aussi, partout dans le monde où tout détenteur de passeport haïtien exerce. Être à l'écoute du citoyen haïtien, qu'importe son statut, son genre, sa religion ou son appartenance idéologique. C'est ici le rôle central de l'Office de protection de la citoyenne et du citoyen. Si dans l'assistance, de nombreuses personnalités attirent l'attention, comme le doyen du tribunal de première instance, le directeur général de l'ULCC, Pierre Espérance du RNDDH, entre autres, Maître Ronae Douville a brillé par son absence et cette entrée en fonction s'est déroulée sous l'œil bienveillant des dizaines d'agents de la police nationale d'Haïti. Parce que, une fois de plus, il me permettra d'aller à la rencontre des victimes. Cette fois-ci, pas en tant que juge, mais en tant que protecteur des droits ou vigie du respect et de l'application des règles de procédure tracées par la loi. Il faut dire que finalement, après avoir été reportée, la cérémonie d'investiture du nouveau protecteur du citoyen Jean-Wilner Morin, le magistrat Jean-Wilner Morin, s'est déroulée. C'est au local de Delma 33, le bureau de médiation de l'OPC. Donc c'est sous haute escorte de sécurité que cette cérémonie s'est déroulée. Il y a plusieurs représentants étatiques qui ont été présents, notamment le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, d'autres magistrats qui ont fait le déplacement. Il y a également des défenseurs de droits humains qui ont été remarqués, notamment Pierre Espérance. Donc cette cérémonie s'est déroulée sans incident majeur et jusqu'à présent, il faut dire que des agents de sécurité sont présents sur la cour. Ils ont permis le bon déroulement de la cérémonie. Aucun incident majeur n'a été déroulé, contrairement aux différentes annonces qui ont été faites. Jerry Torchon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Pour refermer la page nationale de Metro News, l'Agence américaine de l'aviation a modifié mercredi l'interdiction faite aux compagnies aériennes américaines d'opérer en Haïti, dont les Caraïbes, en publiant un avis autorisant les vols au-dessus des régions du nord du pays, y compris la ville de Cap-Haïtien. La FAA avait interdit les vols sur l'ensemble du territoire haïtien la semaine dernière, après que 3 avions de lignes commerciaux ont été touchés par des coups de feu, alors que des gangs armés intensifiaient leurs attaques dans et autour de la capitale à Port-au-Prince. Ce journal touche à sa fin avant de partir. Le rappel des principaux titres développés ce soir. Le gouvernement prolonge l'état d'urgence sécuritaire d'1 mois lors d'un conseil des ministres ce jeudi, tandis que la vie reprend progressivement dans certaines communes de la capitale. Une vive panique a éclaté au bas de Delma. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU reste divisé concernant l'envoi de casques bleus en Haïti, l'UNICEF rapporte que plus de 350 000 enfants ont été déplacés à cause des violences des gangs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et puis la FAA a levé partiellement l'interdiction de vol vers Haïti, autorisant désormais les survols du Nord, y compris Cap-Haïtien. Aucune mesure n'a été prise concernant l'aéroport international de Saint-Louverture à Port-au-Prince. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci de votre attention, merci de votre confiance. On se retrouve demain pour notre dernière édition. Bonsoir.